m'appelle David Naon, je suis directeur de l'innovation pour l'expérience immersive de Dassault Systèmes, qui ne s'écrit pas comme c'est écrit sur le slide, mais c'est pas grave. Et c'est là qu'il faut qu'on se mette, c'est ça qu'il dit le monsieur? Et vous voulez vraiment qu'on se mette en plein soleil? Ah, on a de l'humour aussi d'eau. Et je suis aussi un des cofondateurs et animateurs de l'association française AFXR, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et je passe la parole à Nicolas qui va se présenter. Merci bien. Donc moi, Nicolas Perrier, je suis directeur du développement de l'Immersive Learning Lab et de France Immersive Learning, qui est une association dont le but c'est de représenter les entreprises qui travaillent dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, notamment sur la partie industrielle. Notre directeur opérationnel, Louis Dupin, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et un ancien, par exemple, chef de projet industrialisation chez Ariane Group. Donc, connaît bien les problématiques les problématiques auxquelles on peut être confronté en tant qu'industriel à l'utilisation de ces technologies. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous parler de 3 associations, comme c'était annoncé dans le programme ou dans le petit chapeau. Donc, AFXR, France Immersive Learning, et XR for Europe, qui est une méta-association qui regroupe, en fait, qui a été co-créée par un ensemble d'associations ou de projets transverses européens. Et on a la chance ici, si vous avez des questions plus spécifiques à l'échelle européenne, d'avoir un certain nombre de ces représentants aussi, et en particulier sa présidente et 2 de ses responsables opérationnels. De quoi on va parler en 2 mots? C'est des enjeux de la XR. Donc XR, on est d'accord, hein, VR, AR, voilà, réalité virtuelle, réalité augmentée. X, c'est whatever, R. Non, mais voilà. Il y a un certain nombre d'enjeux que je décrirai dès les premières slides. Donc si vous êtes là, c'est que je pense que vous avez lu le petit chapeau, donc vous savez de quoi on parle. Et ce qu'on va faire avant d'attaquer la présentation, c'est peut-être laisser quelques mots pour que vous compreniez un peu mieux ce que fait France Immersive Learning et son positionnement dans l'écosystème français. Et moi, je parlerai après de FXR. Avec plaisir. Donc très rapidement, parce qu'on ne va pas traîner sur la présentation, France Immersive Learning. Le but de l'association, c'est de représenter les acteurs des technologies immersives en France, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'orientation également, parce que c'est des technologies qui sont extrêmement transverses. Et on s'est assez rapidement aperçu qu'il n'y avait pas ou peu d'acteurs qui arrivaient à regrouper toutes les initiatives qui se font sur ces domaines. Et le but, c'est d'aller, par exemple, voir les pouvoirs publics, les ministères, les grands organismes de formation, les grandes entreprises, les universités, pour leur faire prendre conscience de l'impact que vont avoir ces technologies dans un avenir très proche. Parce qu'on est encore dans un processus d'acculturation assez fort. Ces technologies sont très méconnues, leurs usages sont encore très, très mal compris. Et on fait énormément justement d'acculturation, de formation sur ce sujet pour que ces différents acteurs prennent conscience de l'impact de ces technologies et pourquoi il faut qu'en France et en Europe, on s'empare de ces technologies, alors qu'aux États-Unis et en Chine, c'est déjà clairement identifié comme des technologies stratégiques. Donc très rapidement, le pôle de compétences est composé donc d'une association et d'une entreprise qui s'appelle Immersive Learning Lab, dont le but c'est de proposer des services en lien avec les activités des membres, c'est-à-dire que des formations par exemple sur de l'acculturation pour des grands groupes qui veulent déployer ces technologies, qui ne savent pas forcément comment le faire, qui comprennent, qui commencent à comprendre qu'est-ce que sont ces technologies, à quoi peuvent-elles servir. Et on fait aussi de l'accompagnement, donc du conseil, etc. Et du déploiement de solutions, soit matérielles, soit logicielles, en partenariat avec les membres de l'association, qui la plupart du temps sont des studios créateurs de contenu, qui ont créé des solutions qui peuvent être utiles pour les utilisateurs de réalité virtuelle. Moi, c'est bon pour ma présentation. Merci, merci. Ce que tu n'as peut-être pas détaillé particulièrement quand même, c'est que dans France Immersive Learning, il y a learning. Tout à fait. D'accord. Donc il y a quand même un pôle de spécificité lié à la formation
Oui. Donc initiale, professionnelle, éducation. Tout à fait, parce que nous, on est convaincus que ce sont des technologies dans le domaine de l'apprentissage qui vont avoir énormément d'impact dans les années à venir, et que si on ne s'empare pas de ces sujets maintenant, typiquement des organismes, des universités, etc., vont se retrouver complètement en retard par rapport à ce qui peut être fait et ce qui est déjà en cours, comme je le disais, notamment en Asie et aux USA. Voilà. Et donc du coup, si je résume, vous avez un petit peu deux axes importants. Il y a cette dimension immersive learning qui est votre ADN cœur originel, et d'ailleurs le fondateur Nicolas Dupin vient du monde de l'éducation. Tout à fait. Et par ailleurs, vous avez une dimension, on va dire, cross-industrie autour de l'évangélisation, de la culturation, etc. Exact. Et en ce sens, ce n'est pas par hasard qu'on est partenaire à la fois donc France Immersive Learning et AFXR, et qu'on est, ces deux associations-là, cofondateurs de XR for Europe, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'association pan-européenne qui regroupe des gens comme nous, qui ont cette même vocation et cette même envie, qui est donc de soutenir cette filière et puis de s'interconnecter, on va dire, en haut et en bas. Donc en haut avec les gouvernements, les institutions législatives, de financement, etc. Et en bas avec les audiences les plus multiples possibles pour en fait s'assembler, se rassembler et être un peu plus forts ensemble. Donc je vais attaquer vite fait cette petite présentation qui parle essentiellement de la FXR, mais qui au final parle de l'action commune que l'ensemble des associations, en tout cas au moins françaises, est en train de mettre en place, aussi à un niveau multi-association. On va d'ailleurs avoir la semaine prochaine un événement entre nous, les associations françaises, pour justement s'assurer qu'on vient bien être complémentaires dans nos actions. Donc le constat qu'on a fait, on voulait un petit peu parler, évoquer, c'est que la XR, on est à peu près tous persuadés dans l'écosystème que c'est vraiment un média qui va être aussi disruptif que peut l'avoir été le web, le mobile, etc. Vraiment, ça va transformer la société de façon profonde. Et quand on voit les enjeux, je me mets à l'ombre, je suis désolé, mais moi je cuis. Et quand on voit les enjeux qui sont aujourd'hui autour du développement durable de manière très très large, donc je parle des objectifs de développement durable de l'ONU, donc pas que l'environnement, mais l'environnement, l'éducation, etc. et tout un tas de causes diverses, il y en a 12, on se dit qu'il y a des leviers très intéressants et évidents. Mais c'est vrai que la France et l'Europe, comme tu l'as dit, jouent un rôle plutôt secondaire. Et parce qu'on n'a pas de plateforme vraiment très connue, et puis parce qu'on n'a pas de fabricants de matériel, hormis quelques petites pépites. Vous allez entendre parler très bientôt de Lynx, si vous ne le connaissez pas, puisque aujourd'hui même, ils sont en train d'annoncer leur Kickstarter. C'est des petits Frenchies qui font un casque standalone, pass-through, c'est-à-dire en réalité mixte. On voit la réalité grâce aux caméras qui sont fixées sur le casque. Et ils veulent faire la nique à Facebook et au Quest. Donc c'est quand même pas rien. Mais c'est une pépite. Et il n'y en a pas beaucoup. Alors que, voilà, on a un vrai leadership. Les Français sont reconnus d'un point de vue création artistique de manière incontestable. Les chercheurs aussi. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fédérés pour devancer les pouvoirs publics, en fait. Parce que ceux-ci tardent à vraiment prendre conscience des enjeux, à la fois de la dimension disruptive de la chose, et d'autre part, il tarde à accompagner. Donc, et vraiment sur deux choses, le financement, la filière. Bon, heureusement, on est la Startup Nation, donc il y a peut-être quand même des choses qui vont bouger. Mais au niveau législatif, par exemple, il y a des enjeux qui sont considérables, à la fois du côté de la protection des données, du côté de la souveraineté, etc. Donc, on va parler de tout ça. Et tout ça, donc, voilà. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a fait ce constat tous, et tu l'as dit, c'est que le grand public a une idée très très étrange, assez étrange de ce qu'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et des fois des trucs complètement dystopiques, façon Ready Player One, on va être enfermé dans un métaverse. Ou la Matrix. Ou Matrix, voilà, merci. Soit au contraire, un truc ultra utopique, ouais, c'est fini l'école à la maison, ça se fera en VR, on fera tout en VR. Ou en AR, et ça va être génial, le monde de demain. Voilà. La vérité, elle est
à aucun de ces deux extrêmes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Clairement. Voilà. Donc pour toutes ces bonnes raisons, on s'est dit qu'on allait donc fédérer l'ensemble des professionnels, des acteurs français de ces technos immersives et de leurs usages. Et c'est ça la FXR. Voilà. Avec donc ces missions, je vais essayer d'aller relativement vite pour après pouvoir vous donner la parole et discuter de comment ça résonne chez vous et pour vous, en fait, cette problématique. Mais donc, on veut soutenir la filière, donc artistique, scientifique, économique, et pousser l'excellence française et aider à la démontrer, à la faire connaître. Et, comme je le disais, représenter donc l'ensemble des professionnels auprès des pouvoirs publics, financeurs et législateurs. On veut éclairer les professionnels et les médias qui éclaireront le grand public sur en fait, ce domaine qui est profondément complexe. Il ne suffit pas de s'acheter un Oculus Quest à la FNAC, de télécharger Unity pour pouvoir dire et faire des expériences, des applis pour pouvoir dire et les vendre comme ça du jour au lendemain. C'est quand même un domaine qui est à la fois technique, mais où les facteurs humains, la dimension neurosciences, la dimension physiologique, la dimension sensorimotrice, etc., jouent un rôle extrêmement important et c'est pour ça que ça en fait un média extrêmement particulier et extrêmement puissant. Et donc, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous, on veut accompagner les porteurs de projets, les gens qui veulent démarrer dans ce domaine-là et les orienter pour les amener dans les bonnes portes. C'est aussi la vocation de France Immersive Learning et d'Immersive Learning Lab, en particulier sur les sujets de formation, pour donner à faire, comprendre, et puis après être capable de convaincre, de passer à l'échelle, etc. Donc on est un peu des gardiens du temple. On veut protéger ce domaine parce qu'on n'a pas envie, par exemple, qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des addictions, qu'il y ait des choses qui sont évidemment pas souhaitables pour les citoyens, et que tout à coup, le législateur prudent et trop prudent tue notre jouet, quoi. Enfin, en tout cas, tue la poule aux œufs d'or, tue la filière, le business, la création, la recherche, etc., sous prétexte de précaution. Et puis j'ai envie de compléter, à dire aussi, là, une des problématiques, c'est que vu qu'on est dans un milieu qui est en pleine explosion, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des structures qui font des choses qualitatives et d'autres beaucoup moins. Ce qui peut parfois avoir tendance à tuer la filière, parce que si on a trop de projets qui ne sont pas qualitatifs, les gens vont avoir une mauvaise image de ce que sont les technologies immersives, vont se dire non mais c'est bon, j'ai essayé la réalité virtuelle, ça ne m'a pas du tout convaincu, on en fera plus pour la suite. J'ai l'air d'un con. Il y a des vieux projets comme ça qui ont créé une image négative qui peuvent impacter la filière, et c'est ce qu'on veut à tout prix éviter et faire en sorte qu'elle soit structurée. Exactement. Donc on ne veut pas vacciner dans le mauvais sens les gens. Et puis, last but not least, sur la forme, on est vraiment dans une logique d'intelligence collective, parce que la mixité, par exemple, des collèges qu'on représente à la FXR, je les citerai juste après, fait qu'il y a de la fertilisation croisée entre des enseignants, des chercheurs, des industriels utilisateurs, des diffuseurs pour le grand public, des fabricants de matériel. En fait, toute cette mixité crée des nouvelles idées, crée des nouveaux projets, crée du nouveau business, crée des nouvelles créations. Et c'est donc du coup forcément vertueux par définition. Voilà, et le dernier point, c'est qu'on est intelligent en France parce qu'au lieu d'être chacun dans notre coin et de se tirer la bourre, les associations, on est là ensemble. Et on n'a en fait pas d'intérêt propre. Nous, notre KPI, pour parler vulgairement, c'est que cette filière, enfin ce sont les objectifs, alors que ce soit des individus affiliés à telle association ou à telle autre, on s'en fiche, pourvu qu'on atteigne ces objectifs qu'on s'est fixés. Donc, comme je disais, la FXR regroupe 10 collèges. Donc les collèges sont les gens qui siègent au CA, qui sont élus par leurs pairs. Et voilà, je les ai à peu près cités, des labos, des utilisateurs industriels. Je vous laisse regarder la slide. On est vraiment un modèle d'intérêt général. On n'est pas adossé à une structure commerciale. Ça nous fait être un peu spécifique. Je te laisse décrire peut-être le modèle de France Immersive Learning. Tu l'as un petit peu décrit tout à l'heure, oui, mais on peut être une association et avoir à côté une structure commerciale, et ce n'est pas un problème si les deux
C'est ça, puis si c'est, on va dire, si elle se complète de manière intelligente et pertinente. Donc, France Immersive Learning possède effectivement une entreprise qui s'appelle l'Immersive Learning Lab. Je dis que l'association possède l'entreprise parce que c'est véritablement le seul associé de l'entreprise. Le but, c'est de rester toujours dans une mission d'intérêt général et à but non lucratif. Donc on a créé une entreprise parce que d'une part, sur certains appels à projets, une association ne peut pas y répondre. Donc il faut être une entreprise pour pouvoir répondre à ces appels à projets. Et pour proposer des services qui sont complémentaires de l'offre des membres. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas du tout de la création de contenu en réalité virtuelle. Ce n'est pas du tout le but de l'association. Au contraire, c'est de faire de l'accompagnement sur des structures qui se posent la question, qu'est-ce que je peux faire pour intégrer de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée dans mes processus. Et on va les orienter vers des entreprises, notamment membres de l'association, sur, comme on l'a dit, les sujets qui sont liés à l'éducation, à la formation. Et on fait de la formation, d'acculturation, de médiation, d'utilisation en fait du matériel et du média à réalité virtuelle. Parce que si on fait par exemple un déploiement de réalité virtuelle dans une université, qu'on doit former une centaine d'enseignants à l'utilisation de ce matériel, on ne va pas juste leur donner le matériel et espérer qu'ils arrivent à se l'approprier de manière pertinente. Ça ne fonctionne pas. Il faut véritablement les accompagner sur ce sujet pour que les déploiements se fassent de manière qualitative, et que par la suite, la réalité virtuelle prenne vraiment un essor au sein de l'organisation plutôt que de prendre la poussière dans un placard. Ce que j'ai déjà vu dans de nombreux cas d'utilisation, et c'est ce qu'on veut encore une fois à tout prix éviter. On veut au contraire développer la filière plutôt qu'elle reste un gadget qui va rester seulement à l'état de prototype. Yes. Donc maintenant, pour revenir au fond de ce qu'on fait et des sujets sur lesquels on travaille vraiment, je pense que c'est important de vous les partager. Voilà des thématiques de notre think tank. Donc là, je reprends ma casquette à FXR, ou le socle de France Immersive Learning, parce que je pense qu'on est sur des sujets assez similaires en tout cas. Donc en tout cas, on s'intéresse aux risques sanitaires et globalement à la dimension santé de l'usage de ces techniques-là. Quand je dis on s'intéresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des groupes de réflexion, des groupes de travail, des working special interest group, dirait mon ami Alain ici, mais c'est plus, enfin voilà, c'est tout ça, c'est une thématique en fait de réflexion et de travail, sans forcément qu'elle soit liée à telle ou telle personne, tel ou tel lieu, ou tel ceci ou cela. On n'avait pas commencé comme ça, mais c'est ça la conclusion, c'est que finalement, tous les collèges s'intéressent à cette problématique-là parce qu'à un moment, on va déployer ces technos, par exemple pour la santé, et donc on est tous logés à la même enseigne. La dimension données, souveraineté digitale, donc là on va rentrer dans le dur du sujet, c'est un sujet clé, j'y reviens juste après, parce que je pense que c'est en soi tout un débat, donc j'insiste pas, et je vois que ça cherche à tout Nicolas, et il a bien raison. J'en ai parlé, les défis environnementaux et la contribution de la XR aux objectifs de développement durable. Donc on travaille entre autres avec la Fondation Helix et Yassine Aïd Kassi, qui est un de ses cofondateurs, et dont la mission est véritablement de voir comment on peut substituer une économie dans la réalité de biens matériels, par exemple, par une économie dans la virtualité de biens immatériels. Vous entendez beaucoup parler des NFT en ce moment, par exemple, qui sont ces moyens de certifier avec une blockchain l'authenticité d'un bien immatériel créé par un artiste, un créateur. Donc, voilà, il y a une grande réflexion. Une autre réflexion autour de ça, c'est tout simplement, c'est quoi mon impact environnemental si je dois faire un meeting ou une présentation d'ailleurs dans un événement, et au mieux de m'y rendre physiquement, j'envoie mon avatar par les tuyaux d'Internet. Alors ok, alimenté par des clouds, des compagnies qu'il faut gérer, c'est sûr. Mais on est à peu près certain qu'il y a quand même une véritable économie pour la planète grâce à la téléprésence. Et voilà, on peut en discuter avec vous, mais en tout cas, c'est une thématique, si vous avez envie de rejoindre ces réflexions et d'essayer de vous mobiliser, de mobiliser les entités qui vous emploient, enfin, votre activité, venez nous rejoindre, parce que c'est vraiment
un enjeu clé et on est convaincu que la XR peut apporter quelque chose d'évident. Un sujet qui concerne plus les créateurs dont on vient de parler, mais voilà, c'est la propriété intellectuelle et la protection des œuvres. Et puis tout simplement, et c'est aussi pour ça qu'on est cofondateur de l'un comme l'autre de XR for Europe et qu'on a des interactions avec d'autres entités non nationales, c'est le déploiement à l'international, c'est le développement économique. Donc c'est soutenir vraiment des acteurs qui ont des choses à commercialiser, des Français, ou à l'échelle européenne, des Européens, pour faire grandir le fromage, le gâteau, qui va se diviser en des parts de plus en plus petites, mais si le gâteau grandit, tout le monde sera content. Tu voulais rajouter quelque chose sur ça ? Non, mais c'était aussi pour, encore une fois, parler des enjeux de souveraineté en ce qui concerne le développement économique, parce que si on arrive à développer justement ce gâteau local, je pense qu'on aura plus de facilité à aller conquérir l'Asie ou l'Afrique, pas seulement aussi les États-Unis, on pense beaucoup aux États-Unis et à l'Asie, mais l'Afrique est un marché qui est en pleine explosion sur l'utilisation des technologies immersives. Je pense que, alors que justement les entreprises chinoises et américaines sont en train d'essayer de le conquérir, je pense que les entreprises européennes ont tout à fait leur place sur ce marché. Et que ce que je disais en termes de souveraineté, on a encore peu parlé du sujet des métaverses, mais je pense que c'est un sujet qui est lié directement aux technologies immersives et qui comment dire, risque d'avoir un impact économique, culturel, dans le learning également extrêmement fort, et que si ça tombe seulement dans l'escarcelle des Américains, ça sera problématique pour nous en tant que Français et Européens. Absolument. Donc concrètement, comment ça se matérialise ces activités-là côté AFXR ? Tu en as un peu parlé côté France Immersive Learning. Nous, on veut être d'une certaine manière le XRpedia, la base de connaissances de référence de ce domaine-là en France. On est légitime parce qu'on est constitué d'un collectif, je ne l'ai pas dit, mais on est à peu près 25 à être soit des pionniers de ce domaine, soit des gens qui sont trempés dedans un peu plus tard, mais qui sont vraiment très très à fond, on va dire. Et puis qui sont aussi des références dans le domaine scientifique. Ah bah oui, complètement, absolument. Oui, l'ADN de la FXR, c'était une autre association qui s'appelait la FRV, dans laquelle il y avait des gens comme Philippe Fuchs, par exemple, des gens qui vraiment ont influencé ce domaine-là, et moi-même aussi qui ai rejoint cette association il y a donc presque une quinzaine d'années. C'est clair que quand la réalité virtuelle est devenue un vrai sujet dans l'industrie au sens large, c'était les scientifiques et les labos qui étaient à la pointe, puisque ce n'était pas encore devenu un mainstream, il n'y avait pas d'éditeurs, donc il y avait quelques éditeurs qui justement industrialisaient les travaux des chercheurs, etc. Bref, cette base de connaissances, et puis cette voix pour parler au grand public. Autre grand levier d'activité, ce sont les activités sociales et d'intelligence collective. Donc c'est le fait grâce à notre newsletter, grâce à notre blog, grâce à notre bourse d'emploi, grâce à notre carte des adhérents et notre communauté d'initiatives en ligne et les rencontres qu'on organise, on veut permettre de faire circuler l'intelligence, justement, et donc de mettre en relation toutes ces populations entre elles et avec les publics aussi. Et puis, comme je disais tout à l'heure, voilà, on est en interaction avec tous ces groupes de réflexion, France Immersive Learning, donc Euromersive, PXN, ERAPRO, Laval Virtual, qu'on ne présente plus, le KIF et la seule association internationale, la VRARA. Alors, quand même, il faut que je parle de ça, parce que c'était clairement dans le titre de ce qu'on avait décidé de mettre en avant. Pour soutenir la filière, d'une certaine manière, on a, en tout cas, nous, été chercher les personnes et les acteurs les plus compétents dans le domaine à leurs échelles. Donc c'est sûr qu'en Europe, on a été voir XR for Europe. C'est sûr que sur la filière Immersive Learning, on a été voir France Immersive Learning, à moins que ce soit le contraire d'ailleurs. Côté des producteurs de développement de contenu, il y a PXN, qui est carrément même un syndicat professionnel. Et puis Euromersive, qui se focalise sur la filière économique, qui est aussi cofondatrice de XR for Europe.
Et donc de même qu'on veut être la bourse à l'emploi, dont j'ai vaguement parlé tout à l'heure, de référence en France, voilà, comme d'aucuns vont sur la FJV aujourd'hui pour ce qui est de l'industrie du jeu vidéo. Nous, on veut être à la FXR la bourse de toutes les associations françaises et de tout l'écosystème français unique. Parce que le problème, si on ne se fédère pas et si on n'est pas intelligent ensemble, c'est qu'il faut aller poster son annonce là, et là, et là, et là, et là. Et finalement, on fait N fois le travail, et puis après, celui qui cherche un emploi, il fait N fois la recherche. Et puis il y a une vraie problématique aussi dans la recherche d'emploi sur ces sujets, c'est parce que vu que ce sont des emplois qui sont très méconnus, c'est très difficile d'arriver à trouver le bon point d'entrée pour pouvoir trouver du travail. Pour beaucoup de contacts que j'ai, c'est une des problématiques. Et on compte sur vous aussi, du coup, pour structurer la filière en tant que métier, c'est-à-dire bien identifier les métiers, où est-ce qu'on se forme à tel et tel métier, pour que justement on puisse accompagner des étudiants et des employeurs à faire la décloison entre les compétences et les rôles qu'on veut leur confier. C'est un sujet très actuel. On avait, il y a 2 jours, un échange avec l'école des Gobelins, qui est une école reconnue en termes de compétences sur les sujets de la 3D, qui se rend compte que justement tout ce que sont les sujets de la 3D, des moteurs 3D, etc., sont en train de transcender l'utilisation qu'on en avait jusque-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans l'utilisation loisir, jeux vidéo. On arrive avec de l'industriel, on arrive avec de la formation, on arrive avec du culturel, etc. Et ce sont des formations qui ne sont pas du tout adaptées sur ce genre de choses. On va dire un développeur jeu vidéo, on lui demande après de faire une application en formation en utilisant de la réalité virtuelle ou autre, ce n'est pas forcément les mêmes réflexes à avoir. Et je l'ai déjà vu de manière très concrète, ça peut poser problème. Donc il y a aussi un vrai enjeu de structurer la formation sur ces filières, parce que ça j'avais vu aux États-Unis, la demande par exemple de profil d'ingénieur en réalité virtuelle, elle a été augmentée de 1000% en seulement 3 ans. Parce que le marché est en train d'exploser. En France, ce n'est pas encore le cas, même si la demande est, je pense, en train d'exploser si on n'a pas encore de chiffres. Mais les enjeux de formation sont énormes parce que bientôt, il y aura tellement de demandes et on n'aura personne pour répondre à cette demande. Ça va être problématique. 2 mots sur l'annuaire de référence, j'en ai vaguement parlé. Un point important, c'est que pour qu'on puisse exister, en particulier à la FXR, on est vraiment une association d'intérêt général. Donc, comme on se l'expliquait, on n'a pas de revenus liés à une autre activité qui serait adossée et qui permettrait potentiellement d'équilibrer des ressources, etc. Mais donc, forcément, on a un modèle économique qu'il faut qu'on arrive à trouver. Alors, on pense l'avoir à peu près trouvé. Aujourd'hui, on est essentiellement... on a cramé, entre guillemets, l'argent d'amorçage qu'on avait pour pouvoir structurer tout ça, recruter un alternant, Guilain, que je salue et que je remercie, qui fait un super travail. Mais pour pouvoir continuer à le recruter et l'employer, à votre bon cœur, monsieur, dame, non. Jusque-là, on était plutôt sur des donations, mais on a bien vu que le modèle, il atteignait ses limites. On va mettre en place un système de mécénat, donc on cherche activement des marques, pas trop, 2, 3, qui seraient prêts à nous accompagner de façon désintéressée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service en échange, c'est uniquement être présent sur nos sites et quand on fait des conférences, en tout cas, associer leur image à la nôtre, d'une part, et d'autre part, on va lancer, donc voilà, c'est une annonce, c'est une première, on annonce qu'on va créer d'ici quelques jours une adhésion en tant que personne morale. Jusque-là, on était sur des personnes physiques, dont l'adhésion était gratuite, parce qu'en fait, on veut absolument que la connaissance, elle soit partageable à tous. Donc, même la quasi-totalité du contenu et de l'information qu'on recueille est accessible à nos simples followers, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas nécessairement adhérents. On en donne un petit peu plus, entre guillemets, à nos adhérents gratuits ou qui font une donation au moment de leur adhésion en tant que personne physique. Mais là, on va mettre en place un certain nombre de services qui donneront, par exemple, cet annuaire, cette bourse à l'emploi, donc moyennant une centaine d'euros par an, par personne qui prend part aux activités, qui a besoin de s'authentifier sur nos sites, etc., ou d'être invité à un événement. On va lancer ça.
Et voilà, on est plutôt intéressé par la long tail, c'est-à-dire qu'on veut que notre adhésion elle soit très abordable, mais on espère qu'on ait des milliers d'adhérents, ou au moins des centaines à 100 € plutôt que des adhésions assez fortes, mais moins nombreuses. Donc, suivez-nous sur ce sujet si vous êtes intéressé. À la sortie, vous pouvez prendre un petit flyer. Vous pouvez même arborer fièrement un petit pins qui est sur ma veste. Parlant. Et si vraiment vous y tenez, vous pouvez acheter ma chemise qui est aux couleurs de la FXR pour la modique somme de 10 000 €. Et c'est le prix d'entrée de la vente aux enchères. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Tu finis le salon sans chemise. Je finis le salon sans chemise à la première personne qui dépose un chèque de 10 000 €. Bon, on va revenir maintenant sur le fond du sujet. Je pense qu'il est important de bien décrire en fait ces activités et les enjeux. En fait, je pense qu'ils sont là. Il y a la structuration de la filière, mais en tant que telle, c'est cross. Enfin, je veux dire, c'est partout, parce que c'est tout ça, structurer la filière. Et j'ai assez envie, soit de qu'on prenne les questions. On a un petit quart d'heure, ça passe vite, 45 minutes à cause de la chemise. Et où qu'on évoque le sujet de la collecte de données et de la souveraineté digitale. Est-ce que je peux peut-être me permettre d'aborder le sujet? On va dire, si Facebook a décidé de miser tout son avenir sur l'utilisation des technologies immersives, alors que c'est un réseau social qui est très connu pour la collecte de données, c'est pas pour rien. Les enjeux de collecte de données dans l'utilisation des techno immersives sont monstrueusement énormes. Ils dépassent encore une fois tout ce qui se fait dans le domaine des smartphones et du web. Le prochain casque de Facebook, il est sorti il n'y a pas longtemps comme information qu'il va traquer les émotions. Et ça peut être aussi des micro-émotions, donc des choses qui sont normalement complètement inconscientes, qui pourront être détectées par le casque. Et donc inconsciente et incontrôlable en plus. Oui, tout à fait. Et donc Facebook pourra savoir qu'est-ce que vous avez ressenti face à telle ou telle situation, alors que vous-même, vous n'en avez pas eu conscience. Je vous laisse imaginer le pouvoir de frappe que ça peut avoir au niveau publicitaire et également au niveau d'influence globale, même politique. D'ailleurs, il y a un scandale qui est en train d'éclater, c'est que Facebook savait très bien que l'utilisation du réseau social, des nouveaux algorithmes qu'ils avaient mis en place, poussait à des comportements extrémistes au niveau politique, et qu'ils ont décidé de faire en sorte de continuer parce que ça leur apportait plus d'argent, parce que ça générait plus de clics, plus de visites, etc. Il y avait aussi des comportements négatifs, notamment avec Instagram, auprès des adolescentes qui déprimaient, qui avaient envie de se suicider suite à l'utilisation d'Instagram. Et suite à l'utilisation de leurs nouveaux algorithmes qui poussaient certains contenus qui mettaient mal à l'aise en fait, les jeunes filles. Donc on a une vraie problématique que si jamais cette entreprise ou une entreprise similaire s'empare de ces sujets, qu'est-ce qu'on va devenir, tout simplement? Et qu'est-ce que vont devenir nos données, encore une fois aussi, en termes de souveraineté? Si tout part aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer si tout le biais culturel ou de formation doit transiter par les filtres de Facebook? Quel est l'avenir qui nous est réservé? Et sans parler des imaginaires, parce qu'aujourd'hui, on a fait une conférence que je vous invite à aller voir dès que le replay sera disponible sur le site de la FXR, qui s'est déroulée au CITEM la semaine dernière, entre autres donc avec Yacine Aïkassi, avec Alexandre Michelin-Dukiff et Sophie Balcon-Fourmeau, qui est doctorante sur des sujets de sciences cognitives. Je disais quoi? Excuse-moi Nicolas, je me suis perdu dans mes noms. Ouais, la conf au CITEM, mais pourquoi je parlais de la conf au CITEM? Oui, parce qu'on parlait des imaginaires, voilà, et qu'il y avait aussi mon éminent professeur Pierre Musso, qui est philosophe, sociologue, en tout cas qui fait un travail exemplaire sur la réflexion autour des liens qu'entretiennent l'imaginaire avec l'industrie, et comment finalement, comme le dit aussi Harari, l'industrie s'est projetée un imaginaire sur le monde, et c'est donc donné naissance, par exemple, au fait qu'on va faire voler un avion parce que on est un groupe de gens qui avons rêvé ensemble de faire voler et de construire un avion.
Bref, tout ça pour dire que la culture est un vecteur extrêmement important, y compris dans l'industrie manufacturière ou dans les industries qui vont devenir des industries mixtes. Et que bref, ce qu'on a dit en préambule, c'est que les grands acteurs, et en particulier les plateformes, donc ce sont ces GAFA qui sont celles qui ont le plus de billes déjà sur cet échiquier-là. C'est clair que ce n'est pas des Européens, ce n'est pas des Français encore moins, issus du siècle des Lumières, etc. Mais des gens dont les deux préoccupations premières sont soit la réussite financière, soit la réussite sur un imaginaire technophile à la Elon Musk qui rêve juste d'aller faire du tourisme dans l'espace ou coloniser des endroits. Mais je veux dire, mais donne ton argent pour la planète sur laquelle on est là quelques milliards à vivre, quoi. Je veux dire, si tu sais pas quoi faire de ton argent. Donc bref, on est assez militant de ce côté-là. Tout le monde n'est pas aussi engagé forcément que moi ou anti, mais voilà, on n'a pas du tout envie de voir arriver tout ça. Le but, c'est pas d'être anti, mais aussi que justement il y a une prise de conscience de ce qui est en train de se passer actuellement. Typiquement, je ne sais plus, il y avait une étude qui était parue, je ne me souviens plus exactement des détails, mais on va dire tout ce qu'on arrive à suivre en utilisation un casque, dans l'utilisation d'un casque, une personne qui utilise un casque pendant 10 minutes, on peut savoir ses préférences sexuelles, alors qu'on n'est pas sur des applications qui sont liées à ce genre de choses. On peut savoir si elle a des névroses, des psychoses, des maladies psychiatriques, voire même certaines maladies classiques physiologiques. On peut avoir des informations sur des préférences que l'on n'imagine pas du tout, parce que, comme tu le disais, tout ce qui va être la captation de micro-expressions involontaires, etc., sont tellement fines face à certaines situations que ça permet d'analyser et de retrouver des données absolument incroyables par rapport à ce qu'il était possible de faire jusqu'à présent. Et il n'y a pas de législation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on achète un casque VR, on peut suivre tout ce genre de choses, et il n'y a absolument aucun suivi de Facebook peut tracer ce que vous avez fait par rapport à ça. Et on est obligé, si on achète un Quest, d'avoir un compte Facebook. Hein. Donc on est authentifié aujourd'hui. Mais le pire, là j'ai pas les références, mais j'essaierai de les sortir, c'est qu'on sait aussi reconnaître une personne d'une session à une autre sans même qu'elle se soit authentifiée avec son nom. Tout simplement parce qu'on a tous notre propre signature sur la façon dont on bouge, sur la façon dont on parle, sur la façon dont on bouge nos yeux, etc. On a une signature qui est reconnaissable parmi, donc j'ai envie de dire des millions, mais je n'ai pas les chiffres. Mais donc ça va devenir encore plus dingue, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de passeport et même si on n'est pas obligé de s'authentifier, en fait, il y a une espèce d'authentification implicite. Voilà. Alors on a une question du public. Eh ben, je vais tendre mon micro. Oui, bonjour, il n'y a pas de souci. Merci pour cette présentation. Donc, c'est vraiment une question naïve puisque je ne connais pas du tout ces technologies. Donc, j'ai bien compris la démarche qui est liée à vos associations. Mais du coup aussi, j'ai vu que vous avez des affiliations industrielles, donc Dassault Systèmes, Ariane. Et je me demandais tout simplement quelles sont les applications de la réalité de ce type virtuel au sein de vos industries, puisqu'on est un peu éloigné quand même des préoccupations de Facebook, du consommateur final. Mais peut-être que je me trompe. Alors, on n'est pas si éloigné que ça. D'une part, moi, je vais prendre l'exemple. Alors, Ariane Group ne fait pas partie de l'association, mais c'est en gros, le directeur opérationnel est un ancien d'Ariane Group. Par contre, il y a d'autres groupes, typiquement Alstom, Orange, etc., qui font partie de l'association France Immersive Learning. Pour répondre à leur problématique, typiquement, c'est pour utiliser du matériel de réalité virtuelle en interne, typiquement, par exemple, quand on conçoit une fusée, si on utilise, on va dire ce qui se fait quasiment de mieux aujourd'hui, on va utiliser du casque Oculus Quest 2, qui est donc un casque qui appartient à Facebook. Sauf qu'en interne, on travaille sur des sujets qui ont un enjeu géopolitique énorme, un enjeu économique monstrueux également. Et si on met des casques grand public, comme je l'ai déjà vu dans certaines grandes structures, dans lesquelles il y a bien 2-3 portes dérobées pour pouvoir faire de l'espionnage industriel d'un pays à l'autre, les enjeux sont vraiment colossaux. Et c'est aujourd'hui une des problématiques de plein d'entreprises industrielles de se dire on se tourne vers quel type de matériel, parce qu'il n'y a pas ou peu de matériel français ou européen qui existe. Européen, il en existe, je crois, c'est Vario, le constructeur Vario. Suédois. Voilà. Et en français, donc, comme l'a expliqué,
Finlandais, mais Finlandais, en plus, je suis impardonnable parce que j'avais... Bref. Oui, finlandais. Europe du Nord, en tout cas, c'est sûr. Finlandais. Le français Lynx qu'a présenté tout à l'heure David, qui est aussi une entreprise française qui travaille sur ces sujets et qui va proposer une alternative dont beaucoup de clients industriels attendent l'arrivée parce qu'ils ne peuvent pas dépendre d'un matériel qui est créé par un réseau social aussi sulfureux. Et d'autant plus que l'autre acteur des casques standalone qui s'appelle Pico vient de recevoir, donc c'est leur actionnaire principal, vient d'investir, l'actionnaire principal de TikTok, chinois, vient d'investir dans Pico, qui était la seule alternative aujourd'hui au Quest en termes de casques standalone, hormis Vive, qui est américano-taïwanais. Tout à fait. Voilà, donc la boucle est bouclée. Il n'y a plus de casque. Enfin voilà, il reste un casque de niche qui est Vario, qui est très haut de gamme parce que c'est une très haute résolution, etc., qui se connecte plutôt à un PC. Et puis il y a le petit français Lynx qui, j'espère, va faire la nique aux géants. Oui, madame. Bonjour Nicolas. Moi, j'avais une question au niveau politique, puisque dans votre association, vous parlez un petit peu de ça. Et justement, le fait que les casques Oculus Quest, ils sont interdits a priori pour l'instant encore en Allemagne, vu que, enfin, par rapport aux collectes de données, mais il me semble aussi parce qu'ils vendent à perte. Ils ont lancé leurs produits en vente à perte. Ouais, c'est possible. Ok, ouais, il y avait ça. Et le fait que, de l'autre côté, vous qui êtes peut-être en contact avec Lynx, du coup, comment est-ce que, c'est vraiment une question, vraiment, comment, à votre avis, ils peuvent se positionner sur un marché alors que les boîtes comme TikTok et du coup Facebook, qui sont des boîtes de pub à la base, ont une sorte de revenu bien plus grande grâce à ça. Et du coup, est-ce que vous avez discuté un petit peu de ça? Est-ce qu'au niveau politique, vous échangez sur ces sujets? Alors, on n'échange pas encore sur ces sujets. Moi, je pense que leur positionnement, ça va être d'abord sur un marché de niche. Parce qu'effectivement, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir vendre des casques à la Fnac ou Darty comme on peut acheter des Oculus Quest 2. Aussi pour la simple raison qu'il y a très peu de contenu qui va être disponible. Typiquement, quand on achète un casque Oculus Quest, on a plein de jeux, on a plein d'applications, il y a plein d'utilisateurs qui les utilisent, ça marche. Et puisqu'il y a beaucoup de casques qui se vendent, pour les développeurs, ça vaut le coup de développer sur ces plateformes, puisqu'on va vendre des programmes. Lynx, vu que c'est un outsider qui arrive, qui va d'abord peut-être coloniser le marché français, européen, avant peut-être d'attaquer à l'international, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je pense que ça va plutôt être un marché de niche, plutôt justement orienté vers des utilisations professionnelles, avant d'aller vers du grand public. Alors, moi j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pivoté, enfin c'est ce qu'ils ont annoncé, ils ont vraiment pivoté vers le grand public. Il y a une histoire d'argent, c'est vrai, mais au final, ils ont l'intention de s'aligner en termes de prix avec un Quest, en amenant en plus ce pass-through qui fait qu'on n'est pas complètement coupé du monde si on veut, mais on peut voir la réalité, et c'est les seuls à faire ça. Alors après, Facebook, ils ont lancé aussi un truc comme ça, et puis leur prochaine version sera peut-être pareil. Mais je pense que le sujet, et je pense que c'est le cœur de nos discussions ici, il n'est pas que financier. Il est aussi éthique, il est aussi est-ce que en Europe les gens n'ont qu'une seule envie, c'est faire de l'argent, ou est-ce qu'en fait ils ont envie de cette espèce de souveraineté, de cette espèce d'indépendance qui fait que on n'a pas envie de filer nos données en permanence à un réseau social, quoi. Et je pense qu'il y a un espèce de trop-plein qui arrive, en tout cas moi je le sens. Les réseaux sociaux, je pense, sont en train de se transformer. Si on regarde l'essor de TikTok, c'est vraiment une opinion perso, hein, mais finalement, TikTok rémunère des créateurs. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très chouette, puisque par le fait, c'est comme Patreon, enfin, on va vraiment émerger une façon de rétribuer des personnes qui créent du contenu et qui le diffusent. Et le métaverse de demain, c'est quoi? C'est un réseau spatial, c'est un ensemble d'espaces physiques interconnectés dans lequel il y aura des choses créées par des gens. Donc est-ce qu'on veut les rémunérer, ces gens-là? Et c'est un des combats, c'est le côté blablabla. Mais pourquoi ça zoome comme ça? Mais arrête. Ah, c'est le soleil. C'est le soleil sur l'infrarouge, je pense. C'est pas mal ça.
c'est le côté propriété intellectuelle. Aujourd'hui, et vous demanderez au cabinet qui nous accompagne, à Karine Riahi et à Julien Brunet, ce qu'ils en pensent. Quand on crée un jeu vidéo, on invente des personnages, des décors, etc. On cède ses droits à l'éditeur. On les cède. C'est-à-dire que le jeu, il fasse un carton où il soit confidentiel, l'artiste, l'auteur, ne gagnera ni plus ni moins d'argent. Ce qui est quand même pas du tout normal, en vrai. Et c'est pas le cas dans la musique, c'est pas le cas dans le cinéma, c'est pas le cas dans la littérature. Donc pourquoi est-ce que ça serait le cas dans le jeu vidéo et pourquoi ça serait le cas dans le métaverse? Facebook est en train de racheter des studios de création, en veux-tu en voilà quoi. Et ils ont vraisemblablement pas l'intention de donner des sous aux artistes. Enfin, je veux dire, c'est pas leur préoccupation, parce que c'est pas leur imaginaire, encore une fois. Et c'est pas leur culture d'entreprise. Est-ce que ça répond à ta question? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a En fait, d'autres... C'était plus par rapport à la... Est-ce que vous vous positionnez avec les politiques pour échanger justement sur ces problématiques-là, c'est notre et job. sur le fait que justement peut-être qu'ils pourraient suivre le modèle allemand, par exemple? Oui, ça fait partie des discussions qu'on a avec eux. La problématique, c'est qu'il faut beaucoup d'acculturation, c'est-à-dire de leur faire prendre conscience de l'ensemble des problématiques posées, du potentiel de ce genre de techno. Tu parlais du jeu vidéo. Mine de rien, le jeu vidéo, ça fait plus de 50 ans que ça existe. Et pour autant, on n'est toujours pas carré en France sur la propriété intellectuelle, les droits d'auteur sur ces sujets. Autant dire qu'il y a encore énormément de travail. Et encore une fois, leur faire prendre conscience des enjeux qui sont en train d'avoir lieu. Et donc on le fait, mais ça prend du temps. Vous pouvez passer sur la slide de générique, comme ça évitera les trucs un petit peu étranges. C'était quoi la question à nouveau? Excusez-moi. Politique. Oui, Lynx a été voir Macron. Ouais, C'est passé sur les réseaux, ils se sont serrés la louche et je pense que Macron, après Macron, c'est pas non plus, c'est pas Zuckerberg, j'ai envie de dire. Il n'a pas autant de pouvoir. Il n'a pas mis 2 milliards. Mais voilà, mais c'est bien notre rôle. C'est bien notre rôle d'influencer les pouvoirs publics. Et donc oui, pourquoi pas bannir des équipements. Mais c'est à double tranchant quand même, hein, parce que c'est aussi un des meilleurs moyens d'éduquer les gens et de leur faire montrer que c'est un média incroyable et génial. Donc effectivement, on n'avait jamais eu cette question. Enfin, je veux dire, moi, je m'étais jamais posé cette question en revanche, là où Facebook, et je me demande si c'est pas ça qui a été reproché, c'est qu'en fait, c'est le fait donc d'obliger d'avoir en fait un compte sur une plateforme de contenu pour pouvoir utiliser le matériel. La plénière quantique pour aujourd'hui ou pour demain commencera dans 10 minutes à l'auditorium Lumière. D'accord. Une autre question. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut qu'on arrête, mais bon. Juste, vous faites donc vous essayez d'identifier l'ensemble des acteurs France et puis d'avoir une influence ou en tout cas d'entrer dans la communauté européenne de ce type de technologie. Donc, on en est où en termes de, je sais pas, nombre de start-up, laboratoires de recherche qui s'intéressent par rapport aux autres pays européens? Ça, c'est une bonne question par rapport aux autres pays européens. Moi, ce que j'ai pu constater, c'était par rapport à un pays qui est sorti de l'Europe, la Grande-Bretagne, et plus, je me souviens plus exactement des chiffres, mais je crois que c'est 3 fois plus de start-up ou d'études scientifiques sur les sujets des technologies immersives qu'en France. Je crois qu'en France, on n'est pas trop mal positionné, mais j'ai plus les chiffres en tête. Côté startup, j'ai pas les chiffres, mais côté recherche, je peux vous dire que donc, la grosse conférence qui s'appelle I3EVR, qui est la conférence de référence de la recherche scientifique aujourd'hui en matière de VR et d'AR, publie, la France est au 3e rang mondial des publications. C'est vraiment, pour publier un papier à cette conf, il faut vraiment être à la pointe de la pointe. Et la France a de très 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 bons labos, que ce soit de l'INRIA, du CNRS ou d'autres. Et donc on est derrière les États-Unis et le Japon. Et un seul pays européen, la France. Donc je ne sais pas si on a fait le total au niveau européen pour savoir comment se positionner, mais à mon avis, on est pas mal.
Mais du coup, j'ai confondu avec autre chose. En fait, c'est à la Grande-Bretagne, c'est sur les publications technologies immersives relatives à la santé. C'était ça, la subtilité que j'avais oubliée. Ok, parce que bon, enfin moi je viens plutôt et du monde du jeu vidéo et du monde de la robotique, donc je vois bien de quoi vous parlez. En termes d'écosystème émergent, je me demandais des partenariats publics-privés au niveau de l'Europe dédiés à cette réalité immersive, ou c'est X for Europe X. C'est vous. Justement, on va donner la parole à nos amis d'XR for Europe, Alain. Justement, ce sont des matières qui se travaillent au niveau européen. Donc, dans le cadre du nouveau programme de 7 ans de recherche Horizon Europe, nous déposons des dossiers qui, on l'espère, seront financés pour aborder ces sujets. Les sujets du matériel, de l'éthique, voilà, à niveau européen. Je pense qu'il y a l'initiative de l'Allemagne, il y a la réflexion en France, il y a des réflexions dans d'autres pays. Je crois qu'à un moment, la régulation, d'ailleurs, elle sera européenne, la régulation. Le jour où elle doit être efficace, elle devrait être européenne. Mais pour prendre en compte considérer tous les aspects du problème, économique, éthique, etc., il faut une réflexion et ça prend un peu de temps. Et ce qu'on espère, c'est que XR for Europe sera investi de cette mission au printemps prochain, avec des partenaires évidemment européens et avec nos membres fondateurs qui sont ici, pour faire avancer le Schmidblick dans ce domaine. Mais c'est un sujet important qui n'existe pas uniquement d'ailleurs que dans la XR, le problème de normes, le problème et ça touche à l'économique, et les lobbyeurs sont importants aussi. Les Facebook sont aussi à Bruxelles, les Google sont aussi à Bruxelles dans les travées du Parlement européen. Donc, je dirais, tout ça n'est pas efficient. Et c'est pour ça qu'on s'est regroupé au niveau XR européen pour peser, et on est reconnu en tout cas déjà par la Commission européenne comme un interlocuteur valable. Voilà, donc c'est déjà une première étape. Merci beaucoup Alain. Galet, vous pouvez évidemment continuer de vous entretenir. On m'a fait signe qu'il fallait qu'on conclue. Nicolas, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin Un petit mot de la fin. C'est une bonne question. Je te laisse commencer. Non, moi j'ai envie de dire merci de votre présence physique ici, et puis j'espère nombreuse en replay ou en live. Rejoignez-nous, entre guillemets, soutenez-nous, adhérez pour qu'on puisse continuer de faire notre travail. Voilà. Moi, j'espère qu'on vous a convaincu justement des enjeux qui sont en cours, et que justement vous allez pouvoir rejoindre nos associations respectives pour nous aider dans le combat qu'on est en train de mener. Merci à tous.